on a aussi 700, allez, un peu plus de 700 000 bénéficiaires santé individuelle. Je vais quand même te laisser te présenter, Isabelle, parce qu'on est parti et j'ai commencé il dit tout. à présenter l'entreprise, mais je vais laisser Isabelle parler quelques instants. Donc moi, ça fait bientôt 28 ans que je suis chez MAF Assurance. J'ai démarré ma carrière auprès des clients en tant que conseiller en clientèle. Je me suis occupée des clients professionnels pendant de nombreuses années et je viens de rejoindre Patrick. J'ai rejoint Patrick il y a 2 ans maintenant, aux relations avec nos partenaires. Donc, on connaît bien tous les deux nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, parce qu'on a œuvré de nombreuses années directement auprès de nos clients. Voilà pour une petite présentation rapide. Et donc, je me présente aussi. Donc, Claire Renaudy, moi, je suis consultante formatrice depuis plus de 8 ans maintenant dans le Gers. Donc, du coup, mon métier au quotidien, c'est d'accompagner des créateurs d'entreprises qui ont juste l'idée ou l'envie de créer et puis de construire avec eux le projet, de l'étudier, de l'analyser, de trouver les financements, la décision d'y aller, de ne pas y aller. Et ensuite, après création, de continuer l'accompagnement vers le développement de l'entreprise. Ça peut, voilà. Et donc, du coup, ça nous permet vraiment d'être au plus proche de nos entrepreneurs de bout en bout, en mettant toujours l'entrepreneur et la personne au centre de nos préoccupations. Du coup, qu'est-ce que c'est que BGE? Du coup, j'en profite pour présenter aussi. La BGE, c'est un réseau d'associations qui a été créé en 1979 et qui est maintenant une association bien développée sur le territoire, puisque nous avons 549 lieux d'accueil. BGE, ça représente à peu près 17 000 créations d'entreprises par an et 34 000 d'entreprises accompagnées dans leur développement sur le territoire. À noter qu'on a quand même 55% de femmes créatrices dans nos statistiques, ce qui est notable puisqu'on est un peu au-dessus des moyennes nationales, ce qui est intéressant. C'est aussi 1300 conseillers, plus de 1300 conseillers, même pour vous rencontrer au plus proche de chez vous, vous aider, vous accompagner et vous soutenir dans l'étude de vos projets. Et à quoi ça sert d'être accompagné dans l'étude de son projet? Ça sert à bien partir, ça sert à faire de belles fondations pour des entreprises qui durent. Et ça se reflète dans le taux de pérennité de nos entreprises à 3 ans, qui est à plus de 80%. Donc, c'est vrai que d'être là avant, d'être là après aussi sur les premières années après création, c'est un point fort parce que ça permet vraiment d'accompagner au mieux nos entrepreneurs. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais, nos entrepreneurs, on les accompagne depuis l'idée jusqu'à la structuration du projet en passant par le financement et le développement de l'activité. Comment ça se passe? Eh bien, tout d'abord, un premier entretien de positionnement. On met toujours la personne au centre de l'accompagnement pour pouvoir bien étudier les besoins et construire avec la personne un parcours sur mesure qui va être composé de rendez-vous individuels, qui peut être composé de formations collectives, des fois un peu des deux, mais vraiment pour faire quelque chose qui vous est propre et qui correspondra à votre demande et à ce qu'il vous faut pour pouvoir étudier vos projets de création. Bien sûr, si vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site web de la MAF dédié aux professionnels ou le site web du réseau des BGE pour pouvoir aller plus loin dans la découverte de nos 2 structures partenaires aujourd'hui. Je vais laisser du coup peut-être Isabelle vous présenter ce bel outil du Bicast. Donc, je peux partager maintenant. Ah. Ok, voilà, ok. Normalement, vous voyez à l'écran le premier slide. Alors, ce que je vous invite à faire pour ceux qui ne sont pas connectés encore sur le Bicast via vos téléphones, hein, si vous voulez, je sais que vous avez dû avoir dans le chat un petit lien pour vous connecter. Donc, soit vous cliquez sur le lien directement, soit vous pouvez flasher avec votre téléphone le QR code ci-dessous. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir une idée de si ça fonctionne ou pas? Est-ce qu'on sait si vous avez pu vous connecter? Parce qu'en fait, grâce à cet outil, nous allons vous poser des petites questions qui vont apparaître au fur et à mesure. Et on verra vos réponses à l'écran, en fait, qui vont s'afficher. C'est de manière anonyme, hein, c'est sous forme de petits schémas. Mais ça serait intéressant que beaucoup d'entre vous y aient accès
Comme ça, ben, ça nous permettra de… Il n'y a pas de… vous avez le visuel que vous avez sur votre écran dès que vous vous connectez. Normalement, c'est cette première page, simplement. C'est-à-dire, c'est ce monsieur Qui tape dans la main de qui la se tape femme. dans la main avec en dessous la partie où on voit le QR code. Pour l'instant, je n'ai pas activé le déroulement des slides. C'est pour ça que logiquement, vous êtes sur cet écran et que vous ne devez pas avoir autre chose. Est-ce que c'est bon? OK. Donc, on va y aller. Vous pouvez juste nous faire un petit signe peut-être dans le chat pour dire si vous voyez bien le premier slide et à votre écran et sur vos téléphones. OK, super. Donc, on va vous parler de l'assurance des professionnels et notamment pour les micro-entreprises. Et au fur et à mesure, vous allez voir, on va vous poser des petites questions. Je te laisse démarrer, Patrick. Ça marche. Merci. Alors, bien, on va commencer par l'assurance des locaux professionnels. Alors, tout à l'heure, ça a été dit par Claire, mais effectivement, quand on est micro-entrepreneur, on est une entreprise aussi comme une autre, hein, bien évidemment, donc on a les mêmes besoins. Donc, on va vous présenter ces besoins spécifiques. Alors, la première question qu'on va vous poser, vous allez avoir 20 secondes, hein, je crois, à peu près. C'est ça, 20-30 secondes, ça dépend des questions. Et ce qu'on vous demande, c'est j'assure mon local si je suis… Hop, l'activité démarre. On vous laisse répondre. Voilà. Donc, si je suis propriétaire, locataire, les deux. Donc, on a les réponses qui montent. OK. Parfait. Alors, merci de votre réponse, mais évidemment, hein, bien évidemment, il faut s'assurer le local quand je suis soit propriétaire, soit locataire, bien évidemment. Donc, les deux, vous avez tout à fait raison, hein, puisque là, on a voilà, quasiment tout le monde a répondu les deux. Oui. On rentre dans le détail là ou Non, tout à l'heure, on va vous poser une deuxième question. Alors, j'utilise un espace dans ma maison. Est-ce que je dois l'assurer comme un espace professionnel? Par exemple, un petit bureau, un morceau de ma maison que j'utilise professionnellement. Est-ce que je dois l'assurer comme un espace professionnel? Donc là, c'est assez simple, c'est oui ou non. Et là, effectivement, ça monte, les réponses. Donc, tu le vois à l'écran là? Oui, tout à fait. J'ai mis mes lunettes pour l'occasion. Donc, effectivement, alors là, c'est intéressant. Vous avez effectivement, si on arrête les réponses tout de suite, enfin voilà, on est à 80-20, hein, donc 80% vous dites oui, que je dois assurer cette partie professionnelle qui se trouve dans ma maison, et 22% maintenant dites que non. On vous apportera la réponse après, ou on peut le dire maintenant. On peut en parler maintenant parce qu'effectivement, du coup, ça appelle une réponse. Alors, pour en parler maintenant, effectivement, vous avez votre maison personnelle. Vous avez par exemple un bureau que vous allez utiliser pour des raisons professionnelles. Vous devez le déclarer effectivement à votre assureur pour que justement cette partie-là qui va contenir votre ordinateur, peut-être un peu de matériel, peut-être, peu importe, des éléments que vous utilisez pour travailler, des outils, des choses comme ça, pour qu'ils soient garantis en cas d'incendie, en cas de vol, en cas de pas mal de choses. Mais vous devez le faire. Vous verrez que dans un grand nombre de cas, c'est soit sans augmentation de votre cotisation, ou s'il y en a une, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, s'il y en a une, c'est minime de toute façon, et ça vous permet, en cas d'incendie, de vol ou n'importe quelle dégradation, dégâts des eaux ou peu importe, d'être garanti à la fois aussi, surtout pour votre matériel professionnel. Si vous ne le déclariez pas, vous n'auriez pas de garantie à ce moment-là et vous vous retrouveriez avec un ordinateur à racheter, enfin, ce genre de choses, et ça peut être tout à fait ennuyeux. Et voir un problème au niveau de responsabilité. Imaginons que ce qui met le feu à votre maison, c'est votre ordinateur pro et ce n'est pas connu par votre assureur. En fait, il pourrait y avoir un problème derrière. Et un petit conseil hyper important, c'est s'assurer chez le même assureur. Ouais, il vaut mieux si vous avez X assure votre maison, c'est bien que ce soit lui qui vous fasse la partie professionnelle. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus sécurisant. Pour les raisons que tu as dites, Isabelle, qui sont effectivement le fait que s'il y avait un départ de feu qui partirait de la partie professionnelle ou de la partie particulière, en fait, il pourrait y avoir un petit souci entre les assureurs et c'est vous qui seriez embêtés. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir éviter ça et d'avoir un seul et même assureur. Donc, pour revenir sur l'assurance des locaux professionnels, bien sûr, il faut assurer le local
et aussi son contenu, puisque ça, c'est important. Et en fait, ils peuvent être assurés contre les événements que vous avez sous les yeux, l'incendie, l'explosion, les dommages électriques, le dégât des eaux, tempête, grêle, neige, et ça, c'est des choses qu'on connaît de plus en plus, catastrophes naturelles, vol, vandalisme, bris de glace. Et on met 3 petits points parce qu'après, il y a aussi d'autres assurances complémentaires que vous pouvez ajouter. Mais ça, c'est effectivement important. Et donc, les questions qu'on peut se poser, si mon local brûle, par exemple, il faut savoir qu'en cas d'incendie total, 70% des entreprises victimes d'un incendie grave sont confrontées donc, à un dépôt de bilan dans les 3 ans qui suivent. Donc, il faut savoir que si j'ai un sinistre, un incendie total, il y a de grandes chances, 70% des entreprises ne s'en remettent pas. Donc, il est essentiel d'être bien assuré, garanti pour son local et son contenu professionnel. Ensuite, par exemple, en cas de cambriolage, en France, en fait, on a 2/3 des délits qui sont commis, ça concerne des vols. Et les entreprises, les établissements professionnels sont particulièrement exposés à ce type de risque pour plein de raisons, parce que des fois, on a du matériel, on a du contenu, on a des fois de la matière première qui peut valoir cher. Et bien évidemment, en fonction de votre activité, et des moyens de protection de votre local, l'assureur sera en capacité de vous proposer des garanties vol, vandalisme adaptées à vos besoins. Sachant que tout à l'heure, je parlais de protection de votre local, bien évidemment, il faut penser à tout ce qui va être point de fermeture, volet, machin, mais ça, c'est l'assureur qui pourra vous aider et vous aiguiller sur le sujet. Et l'avantage d'avoir un conseiller qui vous suit, c'est qu'il va venir voir comment vous êtes installé et qui vous permettra d'avoir son œil pro sur la façon dont, sur ce que vous avez, et il vous préconisera des solutions en fait. Et effectivement, alors un des plus, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de nos collaborateurs, nos 320 collaborateurs qui se déplacent et qui viennent dans les entreprises. C'est aussi l'intérêt de leur visite, c'est de voir et de vous apporter un conseil, de vous apporter des yeux, on va dire, un peu plus professionnels pour vous aider à être le mieux garanti. Moi, je peux apporter juste une petite précision peut-être. Oui, bien sûr. Et effectivement, c'est très important ce que vous dites, notamment par rapport au domicile personnel, parce que souvent, moi, j'ai des créateurs, des artisans, par exemple, qu'ils ont beaucoup de matériel, ils y pensent. Mais par exemple, quelqu'un qui fait du design de site web, qui utilise un coin de bureau avec un peu de matériel, il n'y pense pas forcément. Donc vraiment, faites l'effort d'y penser parce qu'il n'y a pas forcément un très gros surcoût, comme vous le disiez. Et pour le coup, c'est hyper important parce que s'il y a un problème, il y a souvent du matériel coûteux à l'appui avec des logiciels onéreux, du matériel informatique, etc. Il faut aussi bien penser à contracter ces assurances dès le début et ne pas attendre. Parce qu'en pratique, j'ai quand même des entrepreneurs qui ont tendance à attendre. Et vous voyez, j'ai encore eu le cas récemment d'un micro-entrepreneur que j'ai installé pour un commerce d'un petit village dans le Gers, et dans les 48 heures, la vitrine avait été fracturée. Donc vraiment, n'attendez pas, c'est dès le démarrage qu'il faut toujours être bien couvert. Et on peut même rajouter que en fait, bien sûr, on anticipe. Quand on va avoir un local, quel qu'il soit, c'est bien d'avoir tous les éléments, d'avoir vu tous les éléments avec votre assureur afin que dès le jour J, vous soyez couvert en fait. Parce que, comme tu le disais, Claire, ça peut arriver, un pépin, ça peut arriver très, très rapidement. Donc là, vous prenez l'exemple aussi d'une vitrine qui casse, le local brûle, l'activité s'arrête. Ah oui, il y a certains cas, effectivement, où le fait d'avoir un local, c'est ce qui va générer votre activité. Je ne sais pas si on prend menuisier, un je suis menuisier, je travaille dans mon atelier. Je suis garagiste, je suis je suis commerçant. Je suis commerçant. En fait, ça va être le local qui va vous générer du chiffre d'affaires. Et effectivement, il y a une garantie qui est prévue pour ça, qui s'appelle la garantie perte d'exploitation. En fait, la garantie perte d'exploitation vous permet de payer vos charges, que l'assureur paye vos charges, même si votre activité est arrêtée parce qu'il y a un incendie. Et donc, il faut savoir que s'il y a un incendie, je n'ai plus de rentrée d'argent, j'ai des charges qui tombent toujours. Cette garantie, elle permet justement de les payer et de ne pas me mettre encore plus en difficulté, malheureusement, déjà par le sinistre, à cause du sinistre que j'ai déjà vécu. Ok, on passe aux responsabilités civiles. Avec plaisir, les responsabilités professionnelles. Alors, à vos téléphones. Ah oui. Alors, si j'occasionne un dommage à un de mes clients, qu'il soit matériel ou corporel, suis-je responsable? Donc là, je suppose que c'est oui et non. Voilà. Oui.
Ok, Là, ok, a ok, ok. priori, vous êtes quasiment tous et toutes à dire oui, bien évidemment. Bah oui, hein, on peut y répondre tout de suite, bien sûr, Oui. que vous êtes responsable, effectivement, en tant qu'entrepreneur, si on occasionne un dommage à l'un de ses clients. Et dans le même optique, donc, Alors, quelle est la garantie qui couvre cela? Point d'interrogation. allez. 20 Ah, secondes. j'ai oublié, voilà. Ouais. Vous mettez tous la responsabilité civile On professionnelle. laisse faire. Quasiment, oui, un peu. La responsabilité civile. Ok, très bien. La RC. Ok. Donc, on peut dire qu'il y avait un 90, on ouais, est à un 90, petit piège. Oui. Et oui, Isabelle met des pièges. Alors, effectivement, on avait mis la responsabilité civile sans préciser. La responsabilité civile professionnelle, en fait, quand vous avez une activité en tant que micro-entrepreneur, c'est la garantie responsabilité civile professionnelle, celle qui garantit votre activité, qui va permettre de vous couvrir dans le cas où vous occasionnez un dommage à quelqu'un dans le cadre de cette activité professionnelle. La responsabilité civile, on n'avait pas précisé volontairement, mais votre responsabilité civile vie privée, effectivement, celle-ci, elle ne peut en aucun cas, en fait, garantir les dommages qu'on occasionne dans le cadre de sa vie Et professionnelle. oui, c'est uniquement la vie privée. Donc, vous aviez à 90% raison, Oui. c'est la responsabilité civile professionnelle, bien sûr. Avant qu'on passe à ça, est-ce que tu veux dire quelque chose, Claire? Parce qu'on… Oui, ça c'est pareil pour les entrepreneurs et j'en ai pas mal en micro-entreprise, notamment sur des activités de conseil, consulting, qui minimisent un peu l'importance de cette responsabilité professionnelle en se disant qu'il y a peu de risques dans leur activité. Ça n'empêche rien. Moi, je leur dis toujours, prenez un exemple bête, vous êtes en train de faire une activité de conseil, vous discutez avec la personne sur un coin de table, vous retournez, vous cassez les lunettes de la personne qui tombe par terre, ben, vous pouvez être embêté et c'est le genre de moment où une responsabilité civile peut aussi vous couvrir. Donc, des fois, c'est des risques tout bêtes auxquels on ne pense pas, même pour des activités où on a l'impression qu'il y a peu de risques, ça nécessite quand même une responsabilité civile professionnelle à ne pas négliger. Et il faut savoir qu'en plus, excusez-moi Patrick, je te coupe je la vous en parole, prie, je vous en c'est pas prie. bien. Je vous en prie, madame. En fait, sachez que vous t'arrive parce que finalement, derrière la question de je souscris ou pas à une responsabilité civile professionnelle, on se pose parfois des questions concernant le coût. Sachez que les garanties de de responsabilité civile professionnelle, elles sont adaptées à l'activité. Et forcément, quand on a une activité de conseil, c'est pas du tout la même chose que quand on est, je sais pas, Si on pousse dans le bâtiment, par quand exemple. on est peintre ou quand on est maçon, effectivement, elles sont vraiment adaptées à votre activité. Alors, mieux vaut se renseigner et faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir déjà une idée de ce que ça peut représenter. Et il y a plein d'exemples. Hein. Tu disais, Claire, tout à l'heure, le coût des lunettes, mais c'est pareil, je rentre dans la maison, je casse un vase, sans faire exprès. Oui. Bam, c'est aussi de la responsabilité civile. Je fais venir quelqu'un dans mon local, et je viens de laver, j'ai passé la serpillière, il glisse, il tombe, il se casse le col du fémur, pas de chance. Là aussi, c'est de la responsabilité civile professionnelle. Donc, il ne faut pas minimiser ce genre de garantie. En fait, même si on se dit, ouais, il n'y a pas beaucoup de risques, il y en a toujours, et il vaut mieux être serein. Oui, là, c'est des petits exemples. Oui, alors par exemple, les dommages, ils peuvent être matériels ou corporels, hein, c'est ce qu'on disait. Donc matériel, je fais tomber le téléviseur à écran plasma que je suis venu réparer, bam, 2000 € de coût de sinistre, c'est ma responsabilité civile. Ça peut être corporel, et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la personne qui tombe dans l'établissement, qui se casse le col du fémur, et là, c'est corporel, et donc il y a de l'hospitalisation, peut-être des arrêts de travail, des choses comme ça, et ça, c'est important de l'avoir au niveau de sa responsabilité civile professionnelle. Allez, on continue sur ce sujet. Alors, si je suis professionnel du bâtiment, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, et que la garantie décennale, est-ce que la garantie décennale est obligatoire? Allez, c'est à vous. Là, on voit que ça bouge. Tu vois? Oui, je vois. Bien évidemment, j'ai mis mes lunettes, D'accord. Madame la Commette, et je suis en pleine possession.
Donc là, on voit que c'est le oui qui le prend à 2 tiers. Mais les réponses sont intéressantes. Mais pour autant, on a des changements, on a des différences. On a par exemple des gens qui disent non. Alors là, on vous a mis en vert la bonne réponse et en rouge celle qui n'était pas les bonnes réponses. Donc oui, pour 70%, on va dire, vous dites qu'elle est obligatoire et vous avez raison. Ceux qui ont mis non, malheureusement, on va vous expliquer pourquoi. Certains ont demandé ce qu'était la décennale et quelques-uns ont dit elle n'est pas obligatoire si je suis en micro-entreprise. Alors, pas du tout. En fait, ça va dépendre de son activité. Et, mais là, on nous met des petits pièges pour. Donc, en fait, ça dépend de son activité. Voilà. La responsabilité civile décennale, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 1979. C'est ce qu'on appelle la loi Spinetta. Et donc, en fait, tout professionnel du bâtiment, il est responsable des dommages. On dit bien est responsable, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite une présomption de responsabilité sur l'entrepreneur, sur tout ce qui va être travaux de grosses œuvres et travaux de seconde œuvre qui peuvent apparaître sur l'ouvrage qu'il a réalisé. Et en fait, ça va être tout ce qui va toucher à au bon fonctionnement et à la solidité. Voilà, chercher le mot, à la solidité de la construction. Par exemple, je construis un mur, je le fais mal pour une raison X ou Y, il s'écroule, c'est de la garantie décennale. Alors, pour ceux qui avaient dit… Alors oui, attends, je voulais… tu continues ? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, cette garantie, elle est valable de 2 à 10 ans. Alors, la décennale en elle-même, hein, d'où le nom décennale, c'est 10 ans, bien évidemment. Mais il y a avant une garantie de parfait achèvement qui est de 2 ans aussi. Mais on le verra tout à l'heure. Mais, alors oui, vas-y, parce que j'ai perdu le… Tu as perdu, je lui ai fait perdre le fil, je suis désolée. En fait, il y en a qui ont répondu, c'est quoi la décennale ? Ouais. Alors, la décennale, c'est la seule garantie qui garantit pendant 10 années la qualité de votre travail, en fait, pour les professionnels du bâtiment. Ça ne concerne que les pros du bâtiment. Et qu'on soit en micro-entreprise ou pas, la structure juridique ne compte pas, en fait. Un micro-entrepreneur qui est maçon, un micro-entrepreneur qui est plombier, un micro-entrepreneur qui est je sais pas, un menuisier, peu importe, il doit, là c'est une garantie obligatoire, il doit être garanti pendant 10 ans, c'est donc la garantie décennale, et c'est ce qui permettra de dire à ses clients, moi, mon travail, il est garanti pendant 10 ans. Je vous donne une attestation d'assurance pour vous prouver qu'effectivement, mon boulot sera garanti pendant 10 ans. Et alors, c'est effectivement, en France, il y a 3 assurances obligatoires. On a l'assurance responsabilité civile automobile, on a la responsabilité chasse et la responsabilité décennale. On est bien sur une obligation. Ça vous permet d'être couvert. Enfin, voilà, toute personne, par exemple, un micro-entrepreneur qui fait du gros œuvre, qui fait du bâtiment, qui construit des biens, il est obligé d'avoir cette garantie. Et ayez le bien en tête, hein, parce que ce n'est pas parce que je suis micro-entrepreneur que j'en ai pas besoin. Donc en fait, vous avez un schéma là qui vous explique un peu le fonctionnement, voilà, hein, mais qui vous couvre sur 10 ans. Et il faut savoir que c'est une garantie qui est un peu plus onéreuse que les autres, puisque bien évidemment, elle est garantie pendant 10 ans. Donc, quand je la souscris, je paye pour 10 ans. Et l'assureur est engagé pour 10 ans à compter du moment où je l'ai souscrite. Juste une toute petite précision là-dessus. Effectivement, ce que vous venez de préciser est essentiel. Donc, les micro-entrepreneurs, comme tous les autres entrepreneurs, ils sont soumis obligatoirement, y compris quand vous êtes sous-traitant. Pensez-y, parce que souvent, on vient me voir en me disant « mais je suis sous-traitant, j'en ai pas besoin ». Mais bien, ça peut vite être une erreur parce que vous n'êtes pas couvert par votre donneur d'ordre. Et s'il se retourne contre vous, ça peut générer des responsabilités en cascade. Et vous pouvez vous retrouver le seul à devoir, sans couverture assurantielle, et à vous retrouver responsable d'une partie des dommages sur des travaux de maison où on sait que tous les corps de métier sont assez enchevêtrés. Ça peut être très, très problématique. Donc, vraiment, attention là-dessus. Méfiez-vous de ces idées reçues-là.
Et à rajouter, comme tu disais Claire, il faut savoir que les coûts en général, quand c'est une assurance décennale, c'est des coûts assez importants puisqu'on est sur du gros œuvre. Des fois, c'est une maison à refaire, hein, ça peut être 300 000 € ou des choses comme ça. Donc, on est quand même sur des montants très, très importants et il faut vraiment y faire attention. Et effectivement, même si je suis sous-traitant, c'est important de le rappeler. Je peux vous donner un exemple de ce qui était arrivé il y a quelques années. Un de nos clients, en fait, donc en micro-entreprise, il avait fait simplement un petit muret en bas d'un terrain et la maison était en hauteur. Le muret n'a pas tenu, ou on ne sait pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, il y a eu un glissement de terrain. La maison est venue avec la moitié de la maison s'est écroulée. Et pourtant, son engagement à lui, en tant qu'il avait facturé, je ne sais pas, 5 000 € peut-être, le muret en question. Donc, en fait, ce n'est pas à la hauteur. Parfois, on se dit, ah oui, mais moi, de toute façon, je fais que des petits travaux, etc. Ce n'est pas parce qu'on fait un petit chantier que derrière, les responsabilités ne sont pas importantes, en fait. Oui, tout à fait. Hop, je ne sais plus où on en est. Ici. Alors, protection juridique, on va vous parler. Donc, je suppose qu'il y a des petites questions. Non, pas de questions, non. Pas de questions sur la protection juridique. C'est simplement pour vous faire un petit rappel, pour vous dire que ça existe, en fait. Alors, effectivement, hein, là, nous, on vous balaye un petit peu les garanties. Une protection juridique, ça va vous permettre de vous protéger en cas de litige, que ce soit avec un de vos clients, un fournisseur, ça peut être un fournisseur d'accès à Internet, hein, par exemple. Votre accès Internet ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Un salarié, quand il y en a un, mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Pour le moment. Donc, sachez que ça existe. Vous avez un resto et effectivement, la mairie ne vous prolonge pas votre droit d'accès à la terrasse, ce genre de choses. Sachez que là, c'est la protection juridique qui pourra rentrer en compte. C'était juste 2 petits exemples pour vous rappeler que ça existe parce que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément au départ, mais ça permet de compléter votre protection. Et un petit cas pratique là-dessus, moi, c'est une assurance que j'aime bien, la protection juridique, parce que les entrepreneurs, ils sont de plus en plus soumis à des propositions de prestataires plus ou moins qualitatives, plus ou moins litigieuses, plus ou moins compliquées sur de la fourniture de copieurs, des créations de sites web, sur tout un tas de choses. Et c'est vrai que là, la protection juridique prend tout son sens parce que c'est pas facile de se défendre contre des gros où finalement le contrat n'est pas à la hauteur de ce qu'on a pu vous faire espérer. Donc, soyez vigilants en tant qu'entrepreneur et effectivement, la protection juridique insère aussi dans ces moments-là. Super. Alors, on va vous parler du véhicule professionnel. Effectivement, comme disait Isabelle tout à l'heure, hein, l'idée, c'est de vous balayer tous les besoins essentiels que vous avez en assurance. Donc, bien sûr, on arrive sur le pro. Et alors, la question, quels sont les véhicules à assurer? Là, pareil, vous allez avoir à peu près 20 secondes. Oula. OK. Voilà. Très bien. Donc, on a que des bonnes réponses. Oui, alors déjà bravo parce que c'est que des bonnes réponses, tout à fait. Puisqu'effectivement, il faut garantir à tous les véhicules que je peux avoir à utiliser dans mon activité. Ça va être bien sûr ma voiture personnelle au départ que j'utilise dans le cadre de mon activité pro. Ça va être des utilitaires, des camions, des remorques parce qu'effectivement, certaines, selon le poids de la remorque, doivent être assurées. Et les engins aussi, pour des raisons, par exemple des engins de travaux publics ou de choses comme ça, bien évidemment, ils doivent être aussi assurés. Alors, la liste n'est pas exhaustive. C'est ça. Parce que vous pourriez… Ça peut être une moto. Par exemple, si j'ai une moto et je me déplace en moto ou en scooter pour aller chez mes clients, là aussi, j'ai intérêt à le faire. Autre question. Un contrat pro pour mon véhicule couvre-t-il automatiquement? Allez, c'est à vous. Alors là, on rentre un peu dans la technique. Et là, ça n'apparaît pas en entier à l'écran. Un petit peu scroller, oui, tout à fait.
Alors là, pareil, vous allez voir qu'il y avait des pièges parce que vous voyez qu'il y a des réponses rouges donc qui ne sont pas obligatoires. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les garantir, on est bien d'accord. Mais le contrat C'était la question, c'était pro, automatiquement. voilà, couvre automatiquement ma responsabilité civile, j'en avais parlé tout à l'heure, puisque c'est obligatoire, la responsabilité civile circulation automobile, les passagers bien sûr, puisque voilà, j'en suis responsable si je les emmène avec moi, et le reste, ce n'est que des garanties optionnelles qui peuvent être intégrées dans un contrat, on est bien d'accord, parce que l'assureur peut vous proposer un contrat qui prend toutes ces garanties-là au départ, et tant mieux. Puisque, en fait, effectivement, vous avez intérêt à couvrir le conducteur en dommages corporels. Ça, c'est super important, parce que vous pensiez qu'il était garanti. Il faut savoir que, en fait, comme c'est de la responsabilité civile, si j'ai un accident et je suis responsable, normalement, je ne devrais pas être garanti, puisque la garantie responsabilité civile couvre les dommages que je cause aux autres, pas les miens. Du fait, les assureurs ont intégré une garantie conducteur en dommages corporels, mais qui n'est pas obligatoirement de base dans le contrat. Chez MAF, par exemple, ça l'est, parce que pour nous, c'est important, mais pour autant, dans d'autres contrats, ça ne l'est pas. Et auquel cas, il faut poser la question et garantir le conducteur, parce que c'est quand même, malgré tout, c'est vous déjà, donc c'est quand même important. Et après, on a quand même tout le reste qui va être l'assistance 0 km. Ça, c'est un plus. Si je suis en panne devant chez moi, va pouvoir être garanti. Le contenu privé, bien sûr, et pro, parce que ça, si j'emmène du matériel, il faut bien qu'il soit assuré en cas d'accident ou en cas de vol. Et si on descend, la pub sur mon véhicule, par exemple. On ne le sait pas obligatoirement, mais je fais floquer ma voiture parce que je suis fleuriste. Je mets au joli pot de fleurs, par exemple, sur ma voiture. C'est super beau. Si j'ai un accident et je n'ai pas garanti ma décoration, ben, on va me réparer ma voiture et j'aurai mes portes blanches et j'aurai plus ma décoration. Donc, il faut savoir que ça peut se garantir. Et les aménagements pro aussi, bien sûr. Si je fais des racks, j'installe des choses dans mon véhicule pour que je puisse mettre mes outils et tout ce qui s'ensuit. C'est important de l'avoir à garantie. Donc, en fait, effectivement, il faut vraiment faire le point avec votre assureur pour qu'il vous, déjà lui dire tout ce que vous avez besoin, et c'est lui qui vous fera la proposition la plus adaptée, et vous choisirez bien évidemment selon vos besoins. Mais en tout cas, vaut mieux être large et pas se retrouver ennuyé s'il y a le moindre souci. Alors c'est volontaire cette question, c'était pour que vous mettiez le doigt sur le fait que c'est pas parce qu'on a un contrat pro en auto qu'on a forcément tout ce qui est professionnel assuré. Et effectivement, vous êtes nombreux quand même à avoir indiqué que le conducteur en dommages corporels était assuré automatiquement. En fait, comme vous le disiez, Patrick, ce n'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, posez-vous la question sur votre contrat personnel. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Et voilà. Ah oui, exact. Exact. Donc là, c'est simplement ce que couvre l'assurance du véhicule pro. Enfin, qu'est-ce qu'on assure? Donc tout à l'heure, c'est la liste des véhicules. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme garantie? La responsabilité civile de circulation, le vol, le vandalisme, le bris de glace, les dommages aux véhicules. On ne va pas vous faire le tour complet d'eux, mais effectivement, vous savez que vous pouvez prendre toutes ces garanties dans votre contrat pro, y compris pour les compléments, le contenu professionnel, etc. On avait juste fait un petit focus sur l'assurance conducteur. Parce qu'effectivement, la plupart d'entre nous pensent que cette garantie, elle est automatiquement acquise en fait. On pense que quand on est dans notre voiture en tant que conducteur, on insiste là-dessus, on est couvert. Regardez vos contrats parce que ce n'est pas forcément le cas et sachez que d'une compagnie à l'autre, la différence sur les montants qui vous couvrent peuvent être très différents. C'est vrai pour une moto aussi. Oui, tout à fait. Une moto, un scooter, ce genre de choses. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Claire? Oui, une petite précision. Moi, je trouve que dans la pratique, c'est quelque chose que pas mal de corps de métier peuvent oublier, notamment quand l'usage de la voiture est un peu accessoire à l'activité principale. Je pense par exemple à des couturières qui ne pensent pas, mais qui sont amenées à aller à domicile pour faire des retouches ou pour faire des livraisons, des assistantes administratives, effectivement, qui se déplacent juste pour aller chez les clients. Elles ne pensent pas forcément à signaler l'usage du véhicule à titre professionnel aussi. Ne l'oubliez pas. En fait, c'est vraiment important d'être couvert aussi sur ces temps-là. Merci Claire, c'est hyper important effectivement que tu le signales parce qu'on va utiliser son véhicule souvent en tant que micro-entrepreneur, on ne va pas faire l'achat d'un nouveau véhicule, on va utiliser son véhicule privé pour aller voir ses clients, aller faire ses achats, aller voir son comptable, etc. Donc effectivement,
lorsque vous démarrez votre activité, signalez à votre assureur le changement d'usage, en fait, parce que c'est simplement un changement d'usage. Et sachez que ça n'impacte pas votre contrat de manière drastique. Oui, ça n'a pas un coût énorme. Alors, on va parler de la protection du chef d'entreprise, donc parce que on a fait les locaux, le contenu, la protection juridique, on a fait les véhicules, et il faut savoir aussi que vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes super important, parce que si vous n'êtes pas là, l'entreprise, elle ne marche pas. Donc, on a coutume de dire que la santé de l'entreprise passe par celle du chef d'entreprise, et c'est effectivement important. Donc, on va peut-être vous poser des questions. Alors là, vous allez écrire vos réponses, en fait. Il n'y a pas à répondre oui, non. On vous laisse répondre quels sont le ou les contrats que je peux avoir en tant que micro-entrepreneur au niveau, donc, de la protection personnelle. Ah non, 45. Ah oui, non, ça va. Santé, prévoyance, santé, mutuelle, on me clé, invalidité. Clé, retraite complémentaire, ouais. Perte de chiffre d'affaires. C'est terminé. Ah oui, oui, non, voilà. Ah, voilà les résultats. Ce qui ressort, c'est mutuelle, santé, prévoyance en principal. Hein, mais après, vous avez parlé de tout, hein, puisqu'on retrouve santé, prévoyance mutuelle, perte de chiffre d'affaires. On voit invalidité, décès, homme clé. Vous l'avez dit, ça c'est important aussi. On parle de prévoyance aussi complémentaire, retraite aussi, retraite complémentaire. Bravo. Donc, vous avez fait le tour. En tout cas, c'est bien, parce que vous en avez une bonne connaissance, et c'est important. Parce que tout ça, c'est important pour vous, en fait, à différents niveaux. Par exemple, on a les prestations de la SSI, la Sécurité sociale des indépendants, mais qui ne vous remboursent pas énormément. Vous avez effectivement, vous pouvez bénéficier de garanties complémentaires, comme la complémentaire santé, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est tous mes soins, mes hospitalisations, enfin tout ce que je peux avoir pour moi, ma famille, bien évidemment, hein, aussi. Une prévoyance complémentaire et une retraite complémentaire. Ce que vous avez dit jusqu'à présent, donc bravo. C'est effectivement très, très important de penser à ce genre de choses. Vous posez une petite question, effectivement. En tant que micro-entrepreneur, est-ce que la sécurité sociale des indépendants, le SSI, me versera automatiquement des indemnités journalières ? Alors, on est à peu près dans les 20-80, hein, toujours. Donc 80% vous dites non, 20% vous dites oui. Donc, c'est très intéressant. Effectivement, vous le verrez tout à l'heure, on en parle un peu plus loin, et Claire aussi interviendra sur ce sujet qui est très important. Sachez que pour avoir accès à des indemnités journalières versées par le régime obligatoire, il faut avoir un certain niveau de revenus déclarés pour y avoir accès. Si on est en deçà de ce niveau-là, on n'a pas d'indemnité journalière versée par la sécurité sociale des indépendants. Donc, 80% de oui, c'est intéressant de voir que vous avez en tête cette notion-là. Alors, quand on a accès aux indemnités, le montant minimum des indemnités perçues pour un mois, pour un micro-entrepreneur, excusez-moi, je vais y arriver, sera de… On vous laisse répondre. Ça se bat entre 180 et 550. Oui. OK. Donc voilà, on était à 2 tiers, 1 tiers. Hein. Alors, vous voyez bien évidemment que la réponse était 180 € et vous êtes 60% à le dire. D'autres pensaient éventuellement 550 et personne 890. Donc, ce qui est plutôt malheureusement, ça serait bien que ça existe, mais effectivement, ça n'est pas le cas. Oui, alors on est bien d'accord, c'est le montant minimum. Voilà. Et évidemment, ce montant minimum évolue chaque année puisqu'il est calculé sur
le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ça, Donc, PMSF. c'est le montant 2023, effectivement. Donc là, bon, c'est un peu, vous aurez vraisemblablement le support après la… Donc, on ne va peut-être pas le détailler, mais il y a des conditions pour avoir accès aux indemnités journalières. Évidemment, être artisan ou commerçant, être affilié au SSI depuis au moins 1 an et avoir ce revenu annuel moyen qui sera supérieur à 4 113,60 €. Ce sont les conditions pour avoir accès aux indemnités du régime obligatoire. Hein. On est bien d'accord. Claire, je pense que tu voulais rajouter peut-être quelque chose à ce niveau-là, non? Tout à fait, c'est important de bien avoir ces conditions-là en tête. Déjà, c'est important pour les micro-entrepreneurs de savoir qu'ils ont quand même droit à des indemnités journalières aussi, mais à condition de. Donc, les conditions, effectivement, sont bien exposées là. Il vous faut aussi penser à bien envoyer les arrêts de travail dans les 48 heures à la CPAM. Dans ces cas-là, c'est bête, mais c'est des choses qui peuvent aussi limiter l'accès aux indemnités journalières derrière. Il vous faut aussi vous dire que par contre, souvent comme on vient en création d'entreprise, beaucoup de créateurs viennent du salariat. Donc, ce n'est pas forcément des choses qu'ils ont en tête. Mais il faut aussi vous dire que les indemnités journalières que vous allez toucher, comme vous l'avez vu, vont être vraiment inférieures aux revenus que vous aviez l'habitude d'avoir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous protéger et penser à ces questions de prévoyance qui ne sont pas évidentes quand on est en création, parce que conditionnent un peu le quotidien, peuvent conditionner aussi la suite de l'entreprise, parce que forcément, si vous avez un arrêt de travail long, vous êtes mal indemnisé, ça peut conditionner la pérennité de l'entreprise derrière. Donc vraiment, comme le disait Patrick à juste titre, l'entrepreneur, c'est l'entreprise. Donc il faut qu'il soit bien protégé pour que l'entreprise puisse avoir une bonne pérennité et continuer derrière. Donc cette prévoyance, elle va être vraiment importante pour aussi vous protéger, protéger votre train de vie et protéger votre activité en cas de pépin de santé. Donc, il y a une grosse vigilance à avoir là-dessus. Ben, c'est vrai que vous pouvez voir qu'en fonction du revenu que vous allez déclarer, vous aurez plus ou moins un versement fait par le régime obligatoire, d'où l'importance d'essayer de se faire un budget prévisionnel et de voir avec son conseiller en assurance qu'est-ce qu'il conseille de prendre pour compléter votre revenu et que vous puissiez continuer à vivre normalement. On vous a mis un petit exemple. Alors, c'était des tarifs 2022. Hein, oui. Donc, par exemple, là, on avait pris le cas d'un fleuriste qui a 40 ans, marié, 2 enfants, qui a un revenu mensuel de 1 500 €. Alors, non-fumeur, qui habite à Niort. Tout ça, c'est important parce que c'est effectivement des choses qui vont rentrer dans le tarif et dans le calcul de la cotisation. Mais pour lui, par exemple, la préconisation, d'accord. Sur le contrat d'essai, par exemple, c'est une préconisation en fonction de sa situation familiale, hein, puisqu'on a vu qu'il a 2 enfants, qu'il est marié, et de son revenu. Et par exemple, c'est 36 000 €, par exemple, de proposition de capital d'essai. C'est une cotisation de 74 € à l'année, soit 6,17 € par mois. Donc, en fait, l'idée, c'est de vous montrer que ça peut paraître cher au départ en disant, ouais, la prévoyance, ça peut coûter. Mais là, vous voyez que pour la partie d'essai, on est à 6,17 € par mois. Si je prends pour l'accident un capital invalidité, je suis à 6,20 €. Et si je prends l'indemnité journalière avec 50 € par jour pendant 1 an, je suis à 16,35 € par mois. Ce qui fait que je suis dans les moins de 30 € ou à peu près 30 €, on va dire, par mois. Et j'ai une garantie complète, hein, puisque là, je suis bien sur l'indemnité journalière, sur l'accident et sur le décès. Donc, c'était juste pour vous montrer, vous faire toucher du doigt que ce n'est pas obligatoirement le plus cher et que vous avez intérêt, et ça a été dit tout à l'heure par Claire, à y penser parce que c'est quand même vous et c'est votre train de vie, votre situation, vos enfants, votre famille. Et donc, c'est important de penser à tout ça. Alors, on va passer très vite là-dessus, en fait. Hein, c'est juste le récapitulatif de ce qui existe au niveau de la prévoyance, ce que vous avez évoqué tout à l'heure de toute façon. On nous a fait savoir qu'il y avait beaucoup de questions. Oui, donc on va… Donc, Claire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe aux questions? On va peut-être passer aux questions. Ok, très bien. Alors, peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Mais en l'occurrence, on va essayer de répondre à quelques-unes. Alors, si l'ordinateur ou autre sert pour le personnel et le pro, faut-il l'assurer 2 fois? Non, il faut l'assurer pour vous.
Voilà. Donc tu l'as dit, je ne sais pas si on a entendu la réponse. Oui, alors on peut répondre. Non, ce n'est pas obligé de l'assurer 2 fois, mais il faut le garantir au moins dans la partie professionnelle, dans le contenu professionnel que j'aurai. Et ce qui fera qu'effectivement, il sera aussi couvert pour la partie prix de ce fait. Mais voilà. Donc l'ordinateur a bien entré dans, même s'il il est utilisé, on est bien d'accord, à 50-50, s'il est professionnel, il faut le déclarer en pro. Oui. OK. Comment ça se passe? Une espèce de coworking. Alors, dans un espace de... Alors, quelqu'un me pose la question de savoir comment ça se passe sur un espace de coworking. Donc, en fait, si vous voulez, vous allez utiliser un espace utilisé par plusieurs personnes. Donc, ça, c'est à déclarer effectivement au niveau du contrat professionnel. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous êtes avec votre assureur, à dire, moi, j'utilise un bureau en coworking dans tel espace, à tel endroit, je ne sais pas moi, 3 jours par semaine ou 2 heures par semaine, peu importe. Et il vous fera une proposition parce qu'il y a votre responsabilité civile, la exploitation qui sera à prendre en compte. Vous êtes dans l'espace de coworking et vous occasionnez un dommage. Automatiquement, c'est vous qui êtes responsable. Quelqu'un vient vous voir dans cet espace et il se passe quelque chose, il se blesse, vous pouvez être considéré comme être responsable. Enfin, il y a plein de choses. Donc, effectivement, il faut le déclarer. Si on travaille chez soi, on a déjà une assurance civile. Alors, quelqu'un indique, si je travaille déjà de chez moi, j'ai déjà une responsabilité civile. Alors, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez votre responsabilité civile vie privée, c'est-à-dire vous êtes chez vous, c'est le contrat privé, votre contrat habitation qui couvre ça. Cependant, ce qu'on expliquait, c'était par rapport à votre contenu professionnel qui ne sera pas pris en compte. Ça sera par rapport, vous pouvez très bien recevoir un client chez vous, hein. Il y en a énormément qui le font. Il lui arrive quelque chose, il vient vous voir dans le cadre professionnel parce que vous allez lui faire un devis, vous allez lui parler de quelque chose. Il ne sera pas couvert s'il lui arrive quelque chose. Vous, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un incendie qui part de votre ordinateur pro ou de quelque chose que vous utilisez en pro. Ouais. Et donc, effectivement, ça peut poser problème. Donc, en fait, c'est ce qu'on préconisait tout à l'heure, c'était votre assureur habitation peut-être vous faire une extension pour la partie pro. Donc, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là. Ou si ce n'est pas le cas, il faut changer, dans ces cas-là, changer d'assureur et en prendre un qui fait les deux. Parce que nous, on vous invite réellement à avoir les 2 garanties pro et prix chez le même assureur. Même si on n'a jamais de contact physique. Alors, attends, je ne vois pas. Alors, on a une petite question. Si on n'est jamais en contact physique avec la RCP est-elle pertinente? Oui. Alors, je n'ai pas de contact physique avec mes clients. Est-ce que la responsabilité civile professionnelle est pertinente? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous ne voyez pas vos clients, mais vous faites du conseil, de la vente sur Internet, de votre responsabilité civile professionnelle peut être engagée parce qu'elle couvre ce que vous occasionnez à vos clients dans le cadre de vos activités professionnelles. Y compris du conseil. Je fais une faute de conseil, une erreur, des choses comme ça. C'est de la garantie responsabilité civile professionnelle. Même si je ne rencontre pas les personnes, j'ai eu un contact, je me suis engagé, j'ai un contrat avec eux et donc je suis responsable le cas échéant. Donc, il y avait une question là-dessus auquel tu viens de répondre. Est-ce que la RC Pro prend aussi en compte le conseil? Ensuite. L'éducatrice Cana, par rapport aux chiens de catégorie. À des chiens de catégorie. Ça, il faut le déclarer. Les chiens de catégorie se défendent. Elle est éducatrice canin, effectivement. Donc, ça, c'est dans votre contrat pro. Ça sera dans votre contrat pro avec l'assureur. Il faudra bien expliquer ce que vous faites. Quel type de chien, voilà. Et avec quel chien quel chien vous éduquez. C'est-à-dire que ça va pas. Un petit caniche ou un super Rottweiler ou Doberman. Oui, exactement, exactement. Architecte d'intérieur, est-ce qu'une extension sans souscrire une décennale? Car je ne réalise pas de suivi de chantier et... Ça, il faut se renseigner vraiment auprès de son assureur. Je propose seulement des plans d'agent. Hop là. Ouais, Alors,
effectivement, ça peut être du homestaging. Alors là, on parlait, Oui. pour rappeler, d'architecture d'intérieur. Ouais, Ah oui, oui. Alors, donc, et la question, c'était, existe-t-il une extension à la RC Pro sans souscrire à une décennale? Là, franchement, c'est avec votre assureur qu'il faut aller voir. Pourquoi? Parce que votre assureur va vous poser un certain nombre de questions par rapport à ce que vous faites exactement. Jusqu'où vous allez être engagé par rapport à ces plans. Imaginons que vous passiez je sais pas, vous préconisiez sur votre plan de mettre un IPN à tel endroit et qu'en fait, ça ne soit pas le bon mur et que ça s'écroule, peut-être que à ce moment-là, ça va impliquer un certain nombre de choses. Donc oui, allez voir votre assureur, expliquez-lui ce que vous faites et comment vous le faites et il vous proposera quelque chose. J'ai l'impression que Claire n'est plus là. Si, je suis toujours là. Si. D'accord, ok. En fait, tu ne bouges plus sur la caméra. Tu ne bougeais plus, donc je ne savais pas si tu étais là ou pas. Quelqu'un qui compte travailler de chez elle et participer à des salons. De temps en temps, dois-je prendre une option d'assurance spéciale à l'année ou juste pour les jours de salon? Pour les jours de salon. Mais alors, je compte travailler de chez moi en micro-entreprise, je souhaite participer à des salons. Alors là, c'est quelle est mon activité? Vous allez fabriquer quelque chose, vous allez vendre quelque chose, sachez que c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, par rapport à la RC, votre contrat et tarif sera adapté à ce que vous faites. Vous faites 3 salons par an, vous n'allez pas pouvoir prendre une garantie au salon en fait. Votre garantie, elle va vous couvrir toute l'année. Des contrats comme ça sur je fais une activité un jour, non, c'est pas possible. Ça peut être peut-être une extension éventuelle avec son assureur. C'est à voir aussi après avec son assureur si c'est envisageable. Mais effectivement, comme le dit Isabelle, faut le déclarer au départ dans son activité que l'on fait 2 ou 3 salons par an, par exemple. Une autre question. Qu'est-ce que c'est la garantie homme-clé? La garantie homme-clé. Alors, la garantie homme-clé, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, on l'a vu à l'écran, quelqu'un l'a dit, mais on n'est pas entré dans le détail. La garantie homme-clé, en fait, c'est quoi? C'est un contrat qui va permettre de garantir l'entreprise. C'est l'entreprise qui souscrit la garantie homme-clé pour remplacer, par exemple, le chef d'entreprise ou une personne clé dans le fonctionnement de l'entreprise. Alors, si je suis seul, c'est moi. Et effectivement, ce qui veut dire que si j'ai un accident, si je suis malade, si j'ai quelque chose qui m'empêche de travailler, grâce à cette garantie homme-clé, ça va me permettre de payer quelqu'un, un remplaçant, pour être à ma place pendant toute la partie où je vais être malade. Par exemple, imaginons je suis arrêté 3 mois parce que j'ai une maladie assez grave. Pendant ces 3 mois, grâce à ces contrats homme-clés, une personne tout aussi compétente que moi pourra me remplacer pour toute mon activité et faire que l'entreprise ne périclite pas. Et ça, c'est super important. Ça fait partie des assurances qui ne sont pas très connues par les micro-entrepreneurs notamment et qui sont pour le coup hyper importantes parce qu'effectivement, quand on est en micro-entreprise, souvent on est seul, tout repose sur vous, comme on l'a déjà eu dit. Et ça peut être hyper intéressant quand il y a des problèmes santé d'avoir contracté ce type d'assurance pour pouvoir continuer à faire tourner l'activité sans qu'il y ait de perte de clientèle aussi. C'est ça. Et des fois, quand on a des salariés, par exemple, je suis boulanger et j'ai un pâtissier, et moi, je ne fais pas de pâtisserie, c'est que moi qui fais la boulangerie, je peux très bien choisir de souscrire le contrat homme-clé sur la tête de mon pâtissier, qui fait que s'il lui arrive un truc, je pourrais avoir un pâtissier qui m'aiderait puisque je ne sais pas le faire. Voilà, ça peut se faire aussi pour le compte d'un salarié. Tout à fait. On va passer à une autre question. On nous demande... celle-là, donc au niveau artisan et commerçant, au niveau prévoyance, donc point d'interrogation, pour quelqu'un qui est dans le bien-être, profession libérale non réglementée, la prévoyance, bien sûr, qu'on soit artisan, commerçant, proflib, vous pouvez souscrire, alors, si vous êtes en micro-entreprise ou pas, à une garantie de complément de revenus. De la même manière, elle se calculera avec votre assureur de la même manière par rapport à le revenu que j'obtiens, qu'est-ce qu'il me faut pour le compenser en cas d'arrêt de travail en tenant compte de ce que nous donne le SSI. C'est plus par rapport à l'éligibilité aux ESSI. On n'a parlé que des artisans et des commerçants, donc oui, les autres.
Alors, d'accord. Les profs libres, ça dépend de dans quel secteur on est répertorié. Il y a des profs libérales, alors là, c'est non réglementé. Il y a des profs libérales qui sont réglementés, qui ont des régimes spécifiques et des professions libérales qui sont au SSI comme n'importe quel autre artisan ou commerçant. La couverture aux indemnités journalières du SSI tend à s'être ouverte quand même à beaucoup plus de cours de métier qu'à une époque ces dernières années. Donc, oui, complètement. Les professionnels sont de plus en plus couverts, mais restent mal couverts. D'où l'intérêt de compléter ça. Il y a une question qui dit, si mon conjoint paye déjà une mutuelle familiale, avec nous qui sommes assurés, est-ce qu'on doit prendre une prévoyance quand même? Alors là, on parle de mutuelle, de deux choses différentes. Et de la partie prévoyance qui pourrait être les indemnités journalières. Alors c'est vrai que si vous avez un contrat groupe obligatoire qui vous couvre, qui couvre toute la famille, il n'y a pas de raison d'aller souscrire une garantie mutuelle. On parle de mutuelle. En revanche, la partie prévoyance, les indemnités journalières, mes arrêts de travail, le décès, etc., ça, oui, ça peut faire l'objet d'une étude avec votre conseiller. Tout à fait. Tu veux rajouter quelque chose? Parce que c'est vrai que du coup, je fais les questions et les réponses. Mais oui, mais comme tu les lis au passage. Mais non, moi, je rebondis quand je peux et avec plaisir. Comment ça se passe si on est auto-entrepreneur et salarié à la fois? Alors ça peut exister. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Oui. Alors après, ça dépend de la façon dont on pose la question. Est-ce que c'est sur la prévoyance ou est-ce que c'est sur la responsabilité civile? C'est sur la partie prévoyance. Alors effectivement, si vous êtes salarié, ce qu'il faut que vous regardiez auprès déjà de votre employeur, c'est comment vous êtes couvert au niveau de la prévoyance et des arrêts de travail. Parce que, imaginons que, je sais pas moi, vous êtes dans le domaine du bâtiment, il y a de fortes chances pour que vous ayez un contrat qui vous couvre en cas d'accident de maladie, déjà auprès de votre employeur. Il y a des compléments qui peuvent être faits. Oui. Merci. C'est un peu de mal. Pour la partie professionnelle, l'essentiel, ce qu'il faut regarder au préalable, c'est comment on est couvert déjà en tant que salarié par son contrat actuel. Qu'est-ce qui est éventuellement exclu aussi pour justement faire la complétude, enfin pour compléter le manque. Ouais. Tout à fait. Vraisemblablement, alors tous les employeurs ne proposent pas de garantie prévoyance, indemnité journalière, décès ou ce genre de choses. C'est vraiment à regarder. Il faut aller voir d'abord ce que vous avez et ensuite faire le point avec votre conseiller pour voir ce qui peut être proposé ou pas. Si ça se trouve, il n'y a pas besoin de compléments. Si ça se trouve, il y en aura besoin. Donc, vraiment, voyez ce que vous avez et contactez votre assureur pour faire le point avec lui. En fait, à retenir, hein, c'est ce qui est surtout important dans notre discours, c'est n'hésitez pas à contacter votre assureur, n'hésitez pas à échanger énormément avec votre assureur, parce qu'il n'y a que comme ça, lui, il vous connaîtra bien, il connaîtra bien vos besoins et il sera en capacité de vous faire les propositions les plus adaptées à vos besoins. Vous souscrirez peut-être pas tout, parce que lui va vous proposer un maximum de choses et il a raison, parce que ce qu'il vous proposera, c'est pas du superflu. Pour autant, vous pourrez peut-être choisir de dire je vais le faire au fur et à mesure du temps, selon mes revenus, mais pour autant, il n'y a qu'en échangeant beaucoup, qu'en le connaissant, que vous aurez effectivement une proposition la plus adaptée à votre situation. Et ça, c'est super important. Donc, en fait, il faut voir l'assureur comme un partenaire, au même titre que son expert comptable, au même titre que son banquier aussi, hein, puisqu'il n'y a qu'avec une relation de confiance et une bonne connaissance et une bonne confiance ensemble qu'on peut arriver à faire que votre entreprise elle soit pérenne. Et ça, c'est important parce que c'est la vôtre. Voilà. Tout à fait. Il faut bien choisir son entourage quand on crée son entreprise, bien choisir ses partenaires et bien individualiser et exiger d'être pris en compte dans votre individualité et de ne pas être numéro de dossier avec les partenaires que vous choisissez. Et ça vous porte pour absolument tout. Mais je pense qu'on va pouvoir vous remercier à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos questions. Oui, merci beaucoup. On est désolé si on n'a pas pu répondre à tout le monde. Mais effectivement, il y avait beaucoup de questions. Donc, écoutez, on se tient quand même à votre disposition. Si
s'il y a besoin, n'hésitez pas à contacter BGE qui après reviendra vers nous. vers nous. Ce sera avec plaisir en tout cas. On était ravis d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre accueil et puis de votre participation en tout cas. C'était un plaisir. Voilà. Une bonne journée à vous en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.